Hey, salut tout le monde, c'est Ghost, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de toutes ces choses que j'aurais aimé savoir en tant que femme avant de partir au Japon. Car quand on a l'habitude de vivre dans un seul et même pays pendant de nombreuses années, on a vite tendance à oublier que ce qui est banal chez nous ne l'est pas forcément dans un autre pays. Et ça peut parfois nous amener à quelques surprises très embêtantes. La première chose que j'aurais aimé savoir avant de partir au Japon concerne l'épilation. Car si en France les centres de beauté où s'épiler à la cire sont assez courants, ce n'est pas du tout le cas du Japon, où ils sont très rares même dans des grandes villes comme Tokyo. Mais bon, de toute façon, il vaut mieux les éviter pour deux raisons. La première, c'est qu'ils coûtent extrêmement cher car les Japonaises sont habituées à s'épiler à la lumière pulsée. Bien que les centres qui le font sont quand même bien plus chers qu'en France. Et la seconde raison, c'est tout simplement que les esthéticiennes ne sont pas habituées à épiler le maillot, car au Japon, comme dans d'autres pays en Asie, il n'y a que les actrices porno qui le font. Je pense qu'on a déjà toutes souffert d'une esthéticienne peu qualifiée, alors évitons le massacre, surtout si ça coûte une blinde. Ça évitera de perdre la foi en braille, minou. D'ailleurs, malgré les nombreuses onsen et bains publics que j'ai fait durant mon année au Japon, je n'ai jamais vu de japonaise avec le maillot épilé. J'ai même d'ailleurs parfois été choquée de voir la touffe impressionnante de certaines. Ah non, mais la première fois que je suis allée dans un bain public, j'ai cru que c'était un défilé des Jackson 5, hein. Bonsoir, j'ai vu qu'on pouvait louer des perruques pour pubis. C'est vrai que je me sens un peu nulle là. Comment? Ah, c'est naturel? Ah d'accord. Ok, bon je vais aller me mettre dans le coin là-bas. Mais le pire, ce sont les femmes de 40-50 ans, parce que elles se coupent même pas les poils quand ils deviennent un peu longs. Voire même très longs. Enfin, des fois j'ai vu des filles, elles avaient des longueurs jusqu'à mi-cuisse quoi. Ah non mais là ça frise même plus hein. Donc forcément quand t'es une étrangère qui se ramène avec son petit triangle ou son ticket de métro, là t'es sûr de te faire remarquer encore plus. Mais si en plus t'as des formes et des tatouages, là c'est jackpot mon gars, tu deviens carrément l'attraction du bain. D'ailleurs je vais partager avec vous mon souvenir le plus embarrassant de toute ma vie, c'est-à-dire que mon honneur se trouvait quelque part par là, oui, et mon embarrassement se trouvait quelque part là-haut. Voilà, rien que ça. En gros, avec mon ami Vivien, que vous connaissez si vous avez déjà vu mes vlogs au Japon, on est parti en début d'année faire un English Camp, donc dans les montagnes japonaises pendant 2 jours. C'est-à-dire qu'on devait encadrer des jeunes japonais qui avaient entre 5 et 11 ans en moyenne pour pouvoir faire des activités avec eux, mais surtout les familiariser à discuter avec des étrangers et à parler en anglais. Et donc le soir venu, il a fallu accompagner ces enfants prendre leur bain dans un bain public. C'est comme ça qu'avec une autre volontaire venue du Tibet, on s'est retrouvés à devoir s'occuper de 50 petites filles. Alors elles n'étaient pas du tout stressées, hein, petites culottes, chaussettes, on s'en bat les steaks, elles sont courues pour aller jouer dans le bassin. Et nous, on était comme 2 connes avec nos serviettes serrées, on n'osait pas les enlever parce qu'il faut le savoir, mais dans les onsen et les bains publics, les serviettes, les sous-vêtements, les maillots ou tout ce que vous voulez, c'est interdit. Hein, on y va toute nue ou on n'y va pas. Dans les spots publicitaires ou reportages ou autres, vous voyez toujours les japonaises avec leurs serviettes parce que oui, ils vont pas les montrer toutes nues à la télé, mais c'est interdit. C'est la seule chose que vous pouvez emmener avec vous pour vous couvrir, mais une fois que vous les rentrez dans le bassin, là, il y en a plus. Donc on était avec nos serviettes, on n'osait pas les enlever. Et en fait, c'est un truc de malade. Mais en gros, dès qu'on a ouvert nos serviettes, on a pris notre courage à 2 mains pour les enlever, ces serviettes. Ces 50 petites filles qui jouaient bruyamment se sont arrêtées d'un coup pour se retourner et nous regarder avec des yeux comme as. On était terrorisés, c'était horrible. La seule chose qu'on avait envie, mais c'était de disparaître. Bon, voilà pour la petite anecdote certifiée histoire vraie ou vie de merde, comme vous préférez. En tout cas, j'ai quand même été surprise de voir les autres zones à épiler que proposaient ces centres de beauté japonais. C'est-à-dire que, à contrario du maillot, les femmes, je précise bien les femmes, peuvent demander à s'épiler les joues, la nuque, la poitrine ou même le dos. C'est quoi, il y a des antécédents de Demis Roussos chez les japonais? Parce que bon, on parle quand même du peuple japonais, là, même les mecs ils sont limite imberbes. Du coup, si j'ai un conseil à vous donner avant de partir au Japon par rapport à l'épilation, c'est d'apporter votre propre kit de cire. Personnellement, j'avais acheté celui de Guérin Beauté qui coûte un peu moins de 30 € et qui est super facile d'utilisation. Ou alors d'apporter tout simplement votre rasoir. Mais si comme moi vous avez la peau sensible et que vous supportez mal les rasoirs féminins,
n'hésitez pas à utiliser les rasoirs pour hommes qui sont bien plus élaborés et donc beaucoup moins agressifs pour la peau. La seconde chose que j'aurais aimé savoir concerne les tampons hygiéniques car ils sont introuvables au Japon. Alors je dis introuvables car après avoir cherché sur internet j'ai vu qu'apparemment ça existait. Mais bon, moi pendant 1 an j'en ai cherché, que ce soit dans les supermarchés, dans les pharmacies ou les boutiques qui vendent absolument tout et n'importe quoi comme Don Quijote, et je n'en ai jamais trouvé, mais pas un seul, non vraiment. Donc si jamais vous prévoyez de partir au Japon, de faire des onsen ou des bains publics, et que malheureusement ça risque d'être la période pas de chance, prévoyez un maximum de tampons, vraiment, parce que c'est loin d'être si facile à trouver. La troisième chose que j'aurais aimé savoir concerne les produits de beauté, car comme je vous l'ai dit dans la vidéo FAQ, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, c'est juste là, eh bien les produits sont moins sains au Japon, c'est-à-dire qu'en France on peut quand même assez facilement trouver des shampoings bio, des déodorants sans aluminium, des savons au pH neutre ou sans savon, etc. Mais pas au Japon. Et ne pensez pas que si vous achetez un produit que vous utilisez déjà en France, les compositions seront les mêmes, car ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il suffit de comparer les boissons et les produits alimentaires. Enfin, rien qu'avec les Kit Kat, ils sont quand même vachement plus chimiques et artificiels au Japon. Car si en France, la tendance est de se rapprocher vers les produits naturels, au Japon, c'est plutôt l'inverse, et d'ailleurs, les boulangeries garanties en collagène en sont la preuve. Il y a également 2 autres choses à savoir. La première, c'est que l'eau au Japon a bien plus de calcaire et donc tendance à assécher la peau. Moi qui mets rarement du lait sur le corps, j'ai rapidement été obligée de le faire. La deuxième chose à savoir, c'est tout simplement que les Asiatiques n'ont pas du tout les mêmes cheveux que les Caucasiens et les Africains. Merci Captain Obvious. Ils se lavent d'ailleurs sans souci les cheveux tous les jours, alors que c'est pas du tout recommandé pour les nôtres. Et oui j'ai mis, car le cheveu asiatique est bien plus épais et implanté profondément dans l'épiderme, et donc moins à même d'être abîmé par les produits nocifs appliqués sur le cuir chevelu. Donc si vous utilisez des shampoings bourrés de sulfate, silicone, collagène et j'en passe, qui sont en plus destinés à des cheveux bien plus robustes que les vôtres, vous allez vite vous inquiéter pour vos cheveux. Perso, je perdais tellement les miens que j'ai demandé à mes parents de m'envoyer de la levure de bière. Donc si vous avez des allergies, les cheveux fragiles, la peau sensible, ou que vous faites tout simplement un minimum attention aux produits que vous utilisez, prévoyez un bon stock, car au Japon, ces produits naturels sont très difficiles à trouver et surtout très coûteux. Comme je vous le disais juste avant, les Asiatiques n'ont pas du tout le même type de cheveux que les Caucasiens et les Africains. C'est con et logique, mais on n'y pense pas forcément quand on prend rendez-vous chez le coiffeur au Japon. Faites donc attention, car les coiffeurs japonais sont habitués à couper des cheveux bien plus résistants et épais que les vôtres. Ouais, tout le contraire des miens, quoi. Bah oui. Alors si vous allez chez un coiffeur qui n'est pas du tout habitué à votre chevelure de Gaikokujin, il y a de fortes chances que vous perdiez le peu de volume que vous aviez. Perso, un coiffeur m'avait tellement désépaissi les cheveux, alors que je n'en ai jamais eu besoin, que j'ai eu l'impression d'avoir perdu la moitié de mes cheveux. Passons maintenant aux vêtements. Il faut d'abord que vous sachiez que la notion de ce qui est sexy est complètement différente au Japon, car contrairement en France, les Japonaises sont habituées à porter des jupes depuis le plus jeune âge et portent du coup très peu de pantalons. Il n'est donc pas rare de croiser des jeunes filles ou même des femmes d'un certain âge avec des jupes particulièrement courtes. A contrario, les décolletés sont considérés comme très sexy au Japon. Il n'y a pas besoin qu'on voit le début de votre poitrine, voir vos clavicules est déjà considéré comme très sexy. Durant votre séjour au Japon, il est même possible que vous ne voyez pas une seule japonaise avec un décolleté. Et la preuve, durant les étés insupportables, les japonaises portent leur robe ou leur débardeur par-dessus un t-shirt avec un col vraiment ras le cou. En ce qui concerne les tailles, il faut savoir que les japonais font en moyenne 5 cm de moins que les français, soit 1m71 pour les hommes et 1m58 pour les femmes. Même si j'avoue que du haut de mes 1m63, j'avais l'impression que les japonais étaient quand même bien plus petits que les statistiques ne le disent. Alors forcément les tailles de vêtements diffèrent, d'autant plus que les occidentales ont plus de formes que les asiatiques. Il faut aussi penser au fait qu'en France on a toutes des origines et des morphologies différentes, ce qui n'est pas le cas au Japon où les femmes ont sensiblement le même gabarit. Malgré cela, je n'ai jamais eu à changer ma taille en ce qui concerne les hauts, car les japonaises aiment bien les vêtements un peu amples. Ce qui n'est pas le cas des pantalons, là vaut mieux les essayer car comme on n'a pas les mêmes formes, forcément les découpes sont différentes. En revanche pour les hommes, n'hésitez pas à essayer une taille au-dessus de celle que vous portez habituellement. Faites également attention avec les pantalons car si la taille peut être bonne, la longueur des jambes ne l'est généralement pas. Et pour finir, on va parler maillot de bain et sous-vêtements car c'est surtout là que la différence de taille se constate. Avant de venir au Japon, j'étais persuadée que les japonaises avaient des grosses poitrines à cause de la marque Wacoal. C'est une marque de sous-vêtements spécialisée dans les gros bonnets. Sauf qu'une fois arrivée au Japon, j'ai constaté que cette marque ne vendait même pas de gros bonnets sur son propre territoire. Pour vous dire, si j'exclus le peu de femmes fortes que j'ai pu voir au Japon, la seule japonaise que j'ai rencontrée avec une grosse poitrine
avait en fait des ballons de baudruche siliconés à la place des seins. Donc bon, j'ai franchement eu l'impression que le peu de japonaises avec une forte poitrine, elles posent toutes en maillot de bain sur les couvertures des magazines. Donc mesdames, si vous faites plus qu'un bonnet B, n'oubliez surtout pas votre maillot de bain et ne prenez pas un minimum de sous-vêtements en vous disant comme moi que vous pourrez en trouver des sympas au Japon, car vous avez plus de chances de péter un câble que de trouver votre bonheur. Car c'est simple, à Tokyo, je n'ai jamais trouvé de boutique, ni même sur internet, qui vend des soutiens-gorge de taille L ou supérieure à C, et encore, même ces derniers ne sont pas si nombreux. Et comme si c'était pas suffisamment compliqué, les soutiens-gorge possèdent tous des coques qu'on ne peut pas enlever, qui peuvent être parfois même 2 fois plus épaisses que celles qu'on a en France. Quant aux modèles, ils font, je trouve, assez petite fille avec énormément de couleurs et de froufrou, donc si vous espérez trouver quelque chose de sobre ou d'un peu classe, ben c'est mission impossible. Sachez également que même si en France on vous dit être petite et menue, on ne vous verra pas forcément de la sorte au Japon. La preuve, à chaque fois que j'achetais un haut de taille S, les caissières me demandaient systématiquement et d'un air surpris si j'étais bien sûre de la taille et si je l'avais essayé. Au début, je pensais que c'était une simple formalité classique, jusqu'à ce que je réalise que elles ne le demandaient absolument jamais aux autres clientes, qui, bien sûr, étaient toutes japonaises. Mais bon, ma confrontation la plus brutale avec mon corps de française aux origines italiennes s'est faite à Okinawa, quand j'ai dû essayer ma combinaison de plongée prêtée par le club. Oh ouais. Comme les japonaises sont petites, forcément je rentrais pas dans la seule combinaison de plongée qu'avait le club, et donc le gérant s'est retrouvé à parcourir absolument toute la plage pour demander absolument à tous les clubs de plongée s'ils avaient une combinaison à ma taille. Non, ce n'est pas la honte du tout. Surtout quand tu vois le mec courir sur la plage en dessinant mon corps avec ses bras comme si j'avais la poitrine de Lolo Ferrari et le cul de Nicki Minaj. Et voilà, c'est sur cette deuxième anecdote que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche ici, ça vous permettra d'être tenu au courant des sorties de mes prochaines vidéos. Et surtout, je vous invite à laisser un commentaire pour partager vos anecdotes si vous aussi vous avez été victime de votre corps de Gaikokujin, que ce soit au Japon ou ailleurs. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Tchuss! And be the boss of your destiny.